Journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Salut Mario. Commençons par ce qu'on vient d'aborder, parce que c'est parce que c'est répandu. Là, les contrôleurs routiers demandaient à être armés. Le gouvernement leur a dit non. Ils sont allés devant les tribunaux pour dire on met notre vie en danger. Et ils ont gagné. Ils ont gagné devant le tribunal du travail. Et là, on a forcé la main au gouvernement pour les armer. Là, c'est maintenant... Puis je comprends la réticence. Est-ce qu'on veut que tous ceux qui font de la sécurité soient tous armés? Est-ce qu'on veut multiplier les armes? Puis quelles armes? Mais là, je comprends que dans le métro, je veux dire, tu fais affaire à des gens de plus en plus compliqués, violents, des poignets pour te battre avec eux autres. Je suis d'accord avec les revendications. En fait, je suis plus enclin à comprendre pourquoi les agents de sécurité du métro de Montréal en 2026 voudraient être armés que de comprendre pourquoi les contrôleurs routiers voulaient l'être. D'après moi, là, en termes de danger, je sais que je me ferai pas d'amis chez les contrôleurs routiers en disant ça parce que c'est un long combat qu'ils ont gagné, mais aujourd'hui, une intervention dans le métro de Montréal, moi, je considère qu'il y en a beaucoup qui sont à risque. Mais le débat que ça vient susciter chez nous, c'est un débat sur qu'est-ce qu'on veut comme, tu le cadres bien, là. Qu'est-ce qu'on veut comme service de sécurité, puis veut-on qu'il soit toujours armé à l'américaine, si l'on veut? Ben, c'est ça. Veut-on qu'il y ait dans un monde idéal, là, on voudrait des gens là, qui arriveraient avec une formule polie. Voudriez bien, monsieur, avoir l'amabilité de quitter les lieux alors que vous ne circulez pas et de ne pas uriner sur la place publique. Sauf que les gens à qui ils font affaire... ils parlent pas de même, sont violents, des fois sont gelés, il faut que tu sortes de force du métro, ils rentrent par l'autre porte, ils font un travail qui est devenu impossible. Là. Oui, il y a ça, mais je te rappelle aussi que, exemple, les firmes de sécurité privées aux États-Unis, à plusieurs reprises, on les voit, on n'a qu'à aller en vacances au sud de la frontière et on voit des agents de sécurité privés qui sont armés. Il y a un modèle dans ça qui rebute un peu généralement la population au Québec. On vit dans une société qui semble être plus violente selon les indices de criminalité, mais qui l'est à juste titre moins qu'aux États-Unis. Alors, bref, le débat reste à faire pour les agents du métro. De ce que j'ai entendu de M. Lafrenière et de sa loi, maintenant son projet de loi Omnibus et sa loi maintenant pour renforcer le sentiment de la sécurité chez les Québécois, moi, il y a bien sûr la question de la mesure anti-patch là, qui m'interpelle beaucoup. Juste spécifier que, bon, à partir d'aujourd'hui, on s'entend que le SRCQ, là, c'est ce dont parlait Yann Lafrenière, ça, c'est le Service de renseignement criminel du Québec. C'est une agence qui, un peu comme d'autres agences de renseignement, vont dire « Parfait, on a des soupçons que tel groupe travaille avec tel groupe, tel individu est lié à tel groupe. » Alors, eux, ils vont dire « Les Hells Angels, tel club école, voilà, pour nous, on les met dans la catégorie groupe criminel, puis leurs écussons pourront être saisis. » Mais il faut voir la subtilité dans ça, parce que simplement, là, ça donne le droit à un policier de mettre à l'amende un Hells Angels, exemple, pour faire le cas d'espèce, qui aurait sa patch sur le dos. S'il veut pas enlever ces fameux patchs, ben, on pourrait lui saisir. De deux, on pourrait l'arrêter s'il refuse d'obtempérer. Donc, l'outil que ça vient donner puis là, on s'entend, les avocats des Hells Angels, à grands frais, vont contester cette loi-là. Toi, tu penses ça? Le ministre dit qu'il s'est fait avertir de ça, puis toi, tu le crois, ils vont contester ça, mais écoute, le procès... Donc, ils vont aller en procès, l'avocat des Hells va aller en procès pour dire, nous, les gars, ils font de la moto, ils portent leur logo, liberté d'association au Canada, ils font rien de mal. Autour de ça, oui. Oui. Autour de ça, parce que quand tu parles à des Hells Angels... Le juge va être assis là, puis va écouter tout ça, lui. Oui, exactement. Puis, tu sais, puis plus tard dans cette chronique, on va parler des problèmes de ressources, en tout cas brièvement, dans le système judiciaire. Je sais pas si, je suis sûr que Yann Lafrenière dirait que c'est pas une bonne utilisation du temps des tribunaux. Les avocats des Hells Angels pensent autrement, mais bon. Mais Mario, pense à ça. Ça vient permettre aux policiers, et je pense que c'est ce que les Hells Angels redoutent. Tu sais, dans les rassemblements, si tu vois, exemple, 4 ou 5 motards attablés dans un restaurant, les policiers ont maintenant la force d'intervenir, de leur donner... C'est une force que tu leur donnes aussi, qui n'est pas dans la loi, c'est la force de vérifier ce qu'ils font. Puis la force de contrôler les gens avec qui ils sont. Puis si d'aventure, à la table,
où sont assis des criminels, il y en a certains qui, je sais pas moi, font l'objet sont en bris de conditions, sont en train de briser des conditions de libération. Un subalterne dans un groupe X, un sous-groupe Y, qui est recherché pour un truc en Ontario. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu, tu sais, qu'on l'avait pas vu. Hop, il est avec les Hells Angels au reste. Ça permet beaucoup plus que ce qui est écrit dans la loi. C'est mon impression. C'est ça, ça te donne un motif de les aborder puis de vérifier les identités parce qu'ils sont illégaux avec leur patch, je comprends. Exact. À suivre. Il manque de procureurs au Québec, donc? Ben, là, je trouve qu'il y a une certaine ironie dans tout ça parce que, évidemment, le projet de loi de Yann Lafrenière, là, la loi maintenant, si on regarde là, tout ce qu'elle contient, là, dire en affaire, les tribunaux vont avoir de l'ouvrage, hein. Et là, les procureurs de la Couronne, nous dit Catherine Lamontagne ce matin dans le journal de Montréal, crient encore une fois au manque de ressources. C'est l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui a dénoncé ça dans le journal. Ils sont à bout. C'est Maître Guillaume Michaud, qui est président de l'association, qui prend la parole. 80% des procureurs, je te donne le chiffre en terminant, estiment que leur charge de travail est devenue trop lourde. Elle ne cesse d'augmenter, dit-il, depuis 2 ans. Et près de la moitié des procureurs de la Couronne ont déjà renoncé à porter des accusations criminelles ou abandonner des dossiers selon ce coup de sonde. Et c'est ça la donnée qui est importante. Je te rappelle même que la juge en chef du Québec a dénoncé le manque de financement aussi du ministère de la Justice. Puis je te rappelle aussi que M. Jolin Barrette, le ministre de la Justice, lui dit qu'il n'y en a pas de problème de financement parce que le budget est passé d'1 milliard à 1,9 milliard au cours des 7 dernières années. Il a déclaré ça il y a quelques mois. Voilà. Ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai aussi. Mais ce qui ne règle pas le problème. Merci, tout est vrai là-dedans. Oui, merci.